Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Nous, on est une solution digitale qui permet donc de mettre en relation des expéditeurs et des transporteurs. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laura, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, je vais très bien, merci, toi aussi ? Bah oui, je vais très bien. On enregistre une nouvelle fois à distance. Enfin, en tous les cas, on n'est pas dans la même pièce. Je ne sais pas d'ailleurs si tu es dans des locaux ou si tu es directement chez toi. Je suis chez moi aujourd'hui. Et ben moi aussi. Et j'y repensais parce que c'est vrai que c'est une habitude que j'ai pris dans le début des épisodes de toujours faire un petit clin d'œil sur les conditions d'enregistrement. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, mais je me dis que c'est quand même toujours sympa, vu qu'on n'a pas la visio, pour celles et ceux qui nous écoutent, de se dire un peu dans quel contexte ça a été enregistré. C'est vrai. Donc, tout voit-il que je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Et pour te présenter en quelques mots, mais on va voir que ça va nécessiter un tout petit peu plus que quelques mots. Actuellement, donc là, tu diriges le département People de Sender France, C'est mais ça. je pense que tu peux nous en dire un tout petit peu plus à la fois sur ce que c'est que Sender et sur le chemin qui t'a amené jusque-là, parce qu'on va le voir, ça va être tout le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Et puis, alors, si vous avez cliqué sur le lien, je pense qu'avec le titre, vous avez compris de quoi il va s'agir. Mais c'était pas toujours ton titre, et puis la boîte, c'était pas toujours Sender France. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots ? Avec plaisir. Donc effectivement, donc aujourd'hui on s'appelle Sender, mais on était avant Everroad. Donc Everroad qui a été créé en 2016 par Maxime Legardet et on a fusionné avec Sender donc au mois de juin dernier. Sender qui était déjà créé depuis 2015 et qui s'est là d'ailleurs bien développé encore récemment avec par exemple l'acquisition d'Uber Freight. Donc en fait aujourd'hui on est implanté dans 7 pays, que ce soit Allemagne principalement où est le siège, Italie, Espagne, Pologne, Lettonie et donc Pays-Bas avec Uber Freight récemment. Donc on représente 800 collaborateurs aujourd'hui. Donc on a bien grandi. Et pour ce qui est du coup de mon rôle, effectivement, moi j'ai rejoint donc initialement Everroad il y a 3 ans à peu près. Et je suis arrivée en tant que Chief Happiness Officer, ce fameux poste dont on a pas mal parlé et qui, à vrai dire, diffère beaucoup d'une entreprise à une autre. Et en fait, moi, je suis surtout arrivée en tant que première employée de l'équipe People pour justement monter le départ et bosser sur différents sujets, que ce soit sur justement les sujets RH, mais aussi beaucoup d'événementiel, de cohésion d'équipe, de com interne, ce qu'on d'ailleurs met aujourd'hui un peu sous ce grand départ People lié à la culture de la boîte, quoi, finalement. Donc, Et vas-y. oui, pardon. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, en fait, faire des RH aujourd'hui a pris un sens un peu différent pour les équipes, dans le sens où je suis vraiment arrivée justement dans l'idée de véhiculer du bien-être au sein de la boîte et surtout de pouvoir permettre aux équipes de se développer. Et du coup, ce qui est toujours fait de façon assez bienveillante. Et j'aime l'idée que, voilà, contrairement à certaines boîtes où les employés n'ont pas forcément toujours une image positive du département People, là, je trouve que ça se passe bien dans ce sens-là, quoi. Et alors, pour peut-être aller encore plus loin pour poser le tableau, parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne sont pas très familiers avec Everroad puis Sender. Peut-être donc déjà, qu'est-ce que vous faites ? Parce qu'on parle bien effectivement de la consolidation d'acteurs de cette verticale Mmh. entre Everroad et Sender. Et puis peut-être avant que Everroad rejoigne Sender, où tu me dis que donc là vous êtes à peu près 800, vous étiez combien ? Si tu peux juste nous donner ces éléments-là.
Oui, bien sûr. Donc déjà, effectivement, pour, expliquer un peu, ce qu'on fait exactement, en gros, nous, on est une solution digitale qui permet donc de, mettre en relation, des expéditeurs et des transporteurs routiers et donc l'idée, c'est à la fois d'optimiser le processus d'affrètement grâce au digital, justement, mais aussi de permettre, en fait, via la réduction de coûts, une augmentation de revenus, pour nos transporteurs. Mmh. OK, et donc vous l'avez deviné, hein, avec, cette petite introduction, on va parler, de fusion. C'est quelque chose qui arrive quand même très régulièrement dans l'environnement startup, de différentes manières, hein. Il y a des fusions qui sont, la consolidation de différents acteurs, d'un écosystème ou d'une solution, qui se regroupent, hein, typiquement pour attaquer un marché, complet, donc européen. On Mmh. peut parler aussi, des fusions-acquisitions, quand des startups se font racheter, par des grands industriels ou des grands groupes, hein, ce qui n'est pas donc ce dont on parle présentement. Et on s'est dit, on a beaucoup discuté avec Laura, pour essayer de trouver la meilleure manière, d'aborder ce sujet qui est très, très compliqué et pourtant, qui est, quelque part, prévu au programme pour la plupart, des startups à un moment ou à un autre, en tout cas quand ça se passe, bien. Et on s'est dit, et je te laisserai, compléter, si tu, veux rajouter quelque chose, Mmh. une bonne manière d'aborder le sujet, ça serait de faire un double épisode, avec pas mal de temps d'écart entre les 2. Mmh. Ce premier épisode qui est vraiment, un instantané de, la fusion, parce que la fusion, a commencé il y a pas si longtemps que ça. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont, des chantiers en cours, des enjeux qui sont en train de se mettre en musique et cetera, et de reprendre, le temps peut-être dans quelques mois, dans un an à voir, de faire la partie 2 de cet épisode, un peu en mode que sont-ils devenus, Mmh. regard sur tout le chemin parcouru. Mais donc tout ça pour dire que l'objectif de cet épisode, c'est bien, d'aider, des personnes, donc qui sont responsables des départements people, RH, à envisager ce qui peut se passer, les différents chantiers, à regarder dans le cadre d'une fusion, mais pas nécessairement d'apporter des réponses parce que là, on est, les mains dans le cambouis de votre côté, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Alors effectivement, donc là, ça fait, 7-8 mois qu'on a donc fusionné. Il y a eu, évidemment pas mal de chantiers, à tout niveau, tous départs confondus. Hem Et donc, pour ce qui est de ma partie sur, le départ people, un des plus gros, chantiers évidemment, c'était, la partie plutôt, process et alignement. Parce qu'il faut bien se dire qu'en fait, on fusionne à la base 2 entreprises bien distinctes, alors évidemment, qui bossaient dans le même secteur, d'activité, mais on fusionne bien, donc 2 équipes, avec des cultures évidemment, différentes, issues de pays différents. Sender Heu, est, de quelle nationalité au démarrage? Sender est basé à Berlin, à Ouais, l'origine. c'est ça. Donc Voilà, une entreprise allemande. exactement. Et donc en gros, on s'est dit: «Bon, en fait, comment est-ce qu'on bosse, chacun?» Donc on a un peu, tout mis sur la table, sur une phase qui a duré, 6 mois, qu'on a appelée la PMI, la Post Merging Integration, où, on est allé regarder, voilà, sur chaque process, comment on faisait, quel outil on utilisait, et on a essayé en fait de prendre un peu le meilleur de chaque côté, et de se dire, à partir de maintenant, eh bien, on se met d'accord et comment on va travailler, ensemble. Donc ça a été un process, assez complexe, mais honnêtement, vraiment hyper enrichissant, et je pense qu'on a tous, beaucoup appris. Et donc aujourd'hui, on en sort un petit peu de cette phase-là. On est, à peu près en phase, que ce soit, aussi côté produit, que ce soit, sur l'intégralité des outils qu'on utilise, pour maintenant, travailler ensemble vraiment, main dans la main. Alors déjà à ce stade, il y a plein de choses qui attirent ma curiosité et puis évidemment tu ne répondras que ce sur, quoi, là tu as du recul, hein. Il y a des choses, bon si c'est en route, c'est en route, il y a pas de sujet. Bien sûr. Alors j'ai 2 questions qui me viennent. La Mmh mh. première, c'est, est-ce que dans ce cas-là, Sender, avait peut-être déjà fusionné avec des acteurs et donc arrive avec une proposition de manière de faire ce merging? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous, découvrez et défrichez ensemble et vous regardez, un peu comment vous vous y
apprenez? C'est un peu ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que tu peux nous donner des exemples des process qui sont passés en revue pour justement, en fait, je pense à potentiellement un ou une DRH qui se prépare à une fusion, qu'elle puisse déjà faire un état des lieux des personnes dans les différentes équipes à impliquer pour préparer ce travail de merger les process. Mmh. Alors effectivement, pour le coup, Sender avait déjà, fusionné avec la poste italienne. Donc en fait, notre, entité, Sender Italie, aujourd'hui, s'est faite, voilà, dans le cadre du joint venture avec la poste italienne. Du coup, le process est encore un petit peu différent de ce qu'on a vécu nous parce que, là, nous, on est vraiment dans une intégration complète où on est 100% alignés, alors que pour ce qui est de l'Italie, il y a encore des choses justement qui résonnent de manière un peu plus locale sur certains process. Il y a Mmh. quelques disparités. Et par contre, c'est plutôt juste après nous, dans la foulée, on a dupliqué l'exercice et là, on a aussi fusionné avec Uber Freight au mois de septembre. D'accord. Donc c'est vrai que c'était assez intense, assez sport pour les équipes parce que ça s'est fait, finalement à 3 mois d'intervalle, quoi. Ouais, et donc vous avez un petit plan de route sur comment, justement mutualiser ces process ou Bah, vous avez dû ouais. l'inventer? Bah, effectivement, je pense que du coup, pour ce qui s'est fait avec, Uber Freight, ils ont pu un peu bénéficier de ce qu'on venait de vivre, quelques mois auparavant donc ça, c'était hyper positif. Pour ce qui est du coup de Everroad et Sender, bon, je pense que voilà, globalement, on peut dire que ça s'est, hyper bien passé. Je pense qu'il y a, beaucoup aidé, en fait, il y avait aussi une équipe dédiée justement, qui bossait sur ce système de fusion et qui en fait, entre guillemets, avait pour mission, de s'assurer que justement, bah, tout ce sur quoi on s'était mis d'accord, on le faisait, dans un délai, imparti. Et donc ça a vraiment donné, un cadre aussi parce qu'évidemment, il y a beaucoup de sujets à traiter et un des gros enjeux, c'est de se dire: «Bah, qu'est-ce qu'on priorise?» Et évidemment, on est obligé de le faire dans un temps relativement court pour pas laisser, les équipes, on va dire entre 2 process. Donc il y Mmh. avait vraiment évidemment un gros travail de clarification, et forcément, bah, au moment où on a annoncé la fusion, on s'est rendu compte d'un point intéressant, c'est que, bah, pour les équipes, tout le monde se disait: «OK, donc là, on s'aligne» et donc évidemment, les gens avaient, plein de questions sur, bah, à tout niveau, qu'est-ce que ça allait devenir, en fait? Bien sûr. Et sauf qu'en fait, bah, au moment où on l'a annoncé, évidemment, nous, on avait bossé sur tout ce process pour que la fusion arrive. Donc en fait, on entamait tout juste le projet de se dire: «OK, maintenant qu'on a, fusionné, justement, comment on va, travailler ensemble?» Donc là-dessus, il y a eu, je pense un petit temps aussi pour les équipes pour prendre conscience que, bah, en fait, le chantier allait, durer, forcément quelques mois et tout ne pouvait pas se faire, d'un coup, ça nécessitait cette phase d'alignement. Mmh. Alors ça, c'est important, je le souligne, hein, et rappelons-le, hein, l'objectif là de cet épisode, c'est vraiment de mettre sur la table des enjeux qui, naissent spontanément pendant les fusions. Alors disclaimer, moi j'ai été, salarié d'une start-up et j'ai vécu une fusion en tant que salarié, donc ça a fait un peu ting ce que tu viens de me dire, c'est assez rigolo. Mmh. C'est vrai que c'est pas forcément simple pour des collaborateurs ou des collaboratrices, d'avoir, en tête le fait que au moment où la fusion est annoncée, qu'elle est sûre et qu'elle est verrouillée, il y a eu énormément de mois de travail en amont pour que C'est tout ça. ceci soit bien verrouillé, bien construit, bien consolidé, à tous les niveaux et qu'il y a encore énormément de travail après ça pour la conduite du changement tout simplement, en fait, Exactement. pour, s'assurer que ça marche, quoi. Donc Mmh, tout à fait. ouais, donc c'est vrai qu'il faut peut-être, garder en tête, autant que possible dans les chantiers, de post-fusion, de post-merging, que, c'est important d'avoir un chapitre conduite du changement et communication, très, consolidé auprès des équipes pour qu'elles comprennent la réalité de ce que c'est qu'un processus de fusion et que là, il y a une phase de trouble, Ouais. ou d'ambiguïté qui va durer et qui est un peu prévue au programme. Exactement et aussi je pense à une communication, surtout, rassurante. C'est ce qui est primordial parce que,
voilà, c'est un phénomène classique, mais ça peut générer, des inquiétudes auprès des équipes, alors qu'au contraire, nous, on était vraiment dans une optique, en voulant montrer aux équipes qu'en fait, c'était quelque chose d'hyper positif pour la boîte, l'idée c'était qu'on garde, l'équipe en tant que telle et encore mieux que ça, qu'on la continue à la faire, grandir, et qu'on repositionne peut-être certains postes, mais que chacun justement, puisse trouver sa place et au contraire, voire même, évoluer grâce à ce contexte-là. Ça a aussi généré forcément des ouvertures et des opportunités, pour un certain nombre de personnes, dans les équipes, qui ont pu prendre, que ce soit un poste, de manager, des postes qu'on a aussi carrément créés pour s'aligner sur, la structure, qui était faite initialement, à Berlin, par exemple. Mmh. Et c'est pas forcément ce que les gens ont en tête, au démarrage, alors qu'en fait, on le découvre un peu, petit à petit, quoi. Mmh. Et alors dans votre cas à vous, porte, les plus grands éléments de communication sur ces sujets? C'est l'un ou l'autre des fondateurs des 2 entités? C'est les RH d'un côté ou de l'autre? Comment ça se passe? Effectivement, ça dépend un peu des phases qu'on a vécues. Il y a eu, évidemment un gros boulot, que ce soit, par, les fondateurs, par l'équipe marketing aussi, pour accompagner ce changement, parce que il fallait aussi, évidemment, communiquer auprès, de nos clients, de tous les prestataires avec lesquels on est amené à travailler et cetera. Et après beaucoup par l'équipe people dans un second temps. Et aujourd'hui, on a même par exemple, une équipe un peu plus dédiée, heu, pour gérer justement plus la communication interne. Mmh. OK. Et alors juste parce que sinon je vais oublier cette question-là, est-ce que tu peux nous donner des exemples de processus qui, rentrent dans ce travail de merging? Enfin, tout ce à quoi il faut penser, alors tu vas pas tous les faire, hein, j'imagine, il y en a plein, mais qu'est-ce qui rentre dans les choses à passer en revue pour créer un vocabulaire commun? C'est quoi les genres de processus que vous avez dû, voir? Du coup, si je me concentre sur le département people, en fait, on c'est un peu comme si on avait repris, tout le parcours de l'expérience, collaborateur, en fait. Donc on s'est vraiment dit, si on prend chaque étape, que ce soit le recrutement, que ce soit, l'onboarding, que ce soit, l'évaluation des performances, la gestion de carrière, la formation, la partie salariale jusqu'à, l'engagement. En fait, pour chaque étape, on s'est dit, est-ce qu'il y a des choses, sur lesquelles on est d'accord qu'il faut que ce soit fait à une échelle groupe? La plupart du temps, évidemment, par exemple, dans un souci d'équité, mais il y a aussi des sujets où on a réalisé qu'on était quand même obligé de les décliner, de manière locale, parce qu'évidemment, il y a des différences culturelles qui fait qu'on ne peut pas forcément s'aligner sur, tous les process. Donc je pense que ça déjà, c'est un peu la première étape, de bien distinguer, effectivement ce sur quoi on n'a pas «le choix» entre guillemets et il faut qu'on s'aligne et ce pour lequel, on garde une certaine, autonomie en local. Donc ça, je pense que c'est déjà, 1re étape. Mmh. Et après, il y a un sujet là justement dont on n'a pas encore vraiment parlé, mais pour le coup qui a été, primordial, c'est justement ce grand sujet de, la culture d'entreprise. Encore une fois, quand on fusionne comme ça 2 boîtes, on a quand même chacun une culture, distincte, à l'origine. Ce qui nous a, je pense, beaucoup, beaucoup aidé, dans le cadre de cette fusion, c'est que, on a eu la chance de se rendre compte qu'on avait énormément de similitudes justement, en termes de culture d'entreprise. Un exemple précis, c'est par exemple, pour ce qui est de nos valeurs, qui sont, assez importantes, que ce soit chez Everode ou chez Sender. C'est, justement comment on les vit, comment, voilà, c'est pas juste l'idée d'afficher, 5 valeurs, sur un mur, mais vraiment de se dire, comment elles sont déclinées, dans la vie de tous les jours. Et en gros, sur, les 5 valeurs qu'avait Everode, il y en avait, 4 qui étaient quasi identiques à celles de Sender, alors formulées un petit peu différemment, bien sûr, mais on s'est dit que ça déjà, c'était un bon démarrage.
Donc ça, Mmh. c'était le premier point, et pareil sur cette culture de que ce soit, la culture de la transparence, culture du feedback aussi, au sein des équipes, mais aussi une culture de vraiment de bienveillance et de partage, quoi. Pour le coup, on a toujours été une équipe assez soudée, voilà, les gens au-delà d'être des collègues ont toujours créé des relations, assez proches, et ça, c'est quelque chose qui a toujours été, hyper important pour l'équipe, et qui s'est décliné de plein de manières. Mais comme je disais un peu au début, via moi, mon rôle initial dans la boîte, d'essayer d'amener justement de la cohésion entre les départs, bah, ça s'est décliné avec tout un tas de aussi rituels, d'événements, de séminaires, et cetera. Mais finalement, on s'est rendu compte que tout ça, ça avait une valeur très forte, encore plus en période de Covid, quand justement on pouvait pas faire exactement ce qu'on aurait aimé faire. Et du coup, bah, voilà, ça c'est aussi quelque chose que Sender avait, de manière très forte, et je pense que c'est ce qui a, rassuré aussi beaucoup les équipes, quoi. Que finalement on était hyper alignés, là-dessus, donc ça, c'était un très bon point. Et alors, effectivement, c'est un gros morceau que je gavais bien en tête, cette question des cultures et des valeurs. De manière très concrète, comment ça se passe? Est-ce que, parce que là, c'est une très bonne chose de constater qu'il y a une zone de recoupement très forte entre Mmh. les piliers de valeurs. Est-ce que ça donne lieu à un chantier concret, précis, qui est fait avec différentes équipes et où il y a un objectif de vérifier le fit et peut-être du coup adapter les valeurs groupes, sender ou d'essayer de redécliner des valeurs. Enfin, comment est-ce que au-delà du résultat, parce que le résultat c'est peut-être en cours, c'est pas très grave ça. D'un point de vue process, comment est-ce que vous vous assurez de jeter un œil attentif sur cette question de est-ce que à quel point les valeurs fit et comment est-ce qu'on recrée une logique cohérente globale? Bah, en fait, par exemple, à Berlin, déjà, ils ont, justement, un pôle au sein du département people qui est, un pôle, culture. Donc avec vraiment une équipe dédiée, que ce soit, donc dans la partie culture, on a aussi été englobé l'onboarding, avec, entre autres, par exemple, une personne dédiée, uniquement à l'onboarding, mais aussi, voilà, office, event, head of culture. Donc justement, en fait, on a passé énormément de temps sur ces fameux 6 mois d'intégration. C'est un peu moi, ça a été mes premiers interlocuteurs, chez Sender, parce qu'en fait, on s'est tout de suite dit, «Il faut vraiment qu'on emmène, tout le monde avec nous dans cette fusion». Et l'idée est bien sûr de rassurer les équipes en montrant qu'on a un socle commun, et que, voilà, même si, peut-être que, comme je disais, une des valeurs a pris un nom un peu différent, en fait, ce qu'il y a derrière est très similaire. Donc ça a été, hyper important pour nous, et forcément, en plus, avec le contexte du Covid, on s'est aussi beaucoup questionné sur, bah, en fait, comment sensibiliser, cette nouvelle grande équipe, et comment faire en sorte que les gens se connaissent. Alors après, il y a des choses qui marchent, plus ou moins. On a essayé différents trucs, des cours de cuisine, à distance, des déjeuners à distance, et cetera. Bon, c'est des challenges aussi, mais voilà, l'idée en tout cas, c'est de toujours essayer de faire en sorte que, bah, les gens apprennent à se connaître, parce que, voilà, on est tous, conscients que, mieux on se connaît, plus on s'apprécie, et plus le travail sera facilement fait derrière, et c'est ce qui est quand même, recherché aussi, de la part de nos équipes, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire, un coup de projecteur spécifiquement sur ce sujet et il y aurait de la matière à faire plusieurs Clairement. épisodes sur comment on fusionne en temps de Covid ou en C'est tout cas vrai. en distanciel parce que c'est quand même pas simple. Normalement, quelques bons, moments de team building, ça fait déjà une partie du travail et là malheureusement c'est difficile. Ouais. Et pour continuer sur la culture, il y a un élément où je ne sais pas, parce que l'objectif encore une fois, c'est d'essayer de pointer des enjeux, hein, même s'ils sont pas encore, totalement réglés, c'est pas grave. Mmh mh. Est-ce
est-ce que les enjeux de culture, au-delà des cultures de boîte, mais de cultures de pays différents, parce que l'Allemagne a sa propre logique culturelle, qui est un peu différente de la France, qui est un peu différente, des autres pays, donc qui font partie du groupe Sender maintenant. Mmh. Est-ce que ça déjà, vous avez rencontré des enjeux particuliers là-dessus qui vous obligent à vous adapter, au sens, vous étant tout le monde, hein, Sender, et Mmh. anciennement Everroad, donc Sender France? Et d'autre part, est-ce que vous avez mis en place des processus spécifiques pour intégrer ça, ou pas? Enfin, comment ça s'est passé, en fait, concrètement? Alors effectivement, ça c'est un sujet, effectivement qui est pas simple. Honnêtement, je pense que ce qui est important, c'est qu'on a toujours essayé de beaucoup communiquer et se dire les choses. Si je prends un exemple, très, très, précis, du quotidien, par exemple, culturellement, il y avait un moment ce débat pas mal dans la boîte, sur, les réunions, qui se faisaient, sur la pause déj. Bon, bah, ça, c'est vrai que, en tant que Français, on aime bien, se faire un petit break, à ce moment-là de la journée et on n'est pas hyper habitué à se faire des meetings sur ce créneau-là. Bon et ça, on s'est rendu compte que je pense que typiquement à Berlin, on voit les choses un peu différemment. La pause déj est peut-être aussi décalée d'un point de vue horaire et peut-être plus courte. Donc voilà et ça, c'est vraiment un détail, mais l'air de rien, il faut quand même, être hyper vigilant à ce genre de détails parce que ça peut créer des petites frustrations, au sein des équipes. Et c'est des choses qu'on peut en soi, travailler quoi. C'est-à-dire qu'il suffit de bien communiquer sur le fait que voilà, ça c'est ce genre de choses qu'il faudrait éviter, et petit à petit on arrive à se synchroniser quoi. Donc Mmh. au final, bon là j'ai donné un exemple vraiment, très spécifique, mais c'est l'idée plus globale derrière, c'est, on a toujours essayé de se dire les choses et on se fait même parfois des points, voilà, moi j'avais régulièrement des points justement sur la com, est-ce qu'on communique bien? Juste aussi pour se questionner un peu sur, le mood des équipes, par exemple, et essayer un peu de remonter toutes ces frustrations quelles qu'elles puissent être, pour s'assurer qu'on va bosser dessus et on a entre autres un outil, qui nous aide aussi pas mal à réaliser tout ça. C'est un outil qui s'appelle Picon, qui mesure en fait justement, l'engagement, qui nous donne donc, un score, donc le NPS et en fait, Mmh. tout simplement l'idée c'est, chaque employé reçoit toutes les 2 semaines une série de questions, très diverses, que ce soit, voilà, sur la relation avec son manager, sur, ses objectifs, sur, son environnement de travail, est-ce qu'on se sent, valorisé? Est-ce qu'on se sent utile, au quotidien? Est-ce qu'on évolue? Est-ce que ça se passe bien avec, l'équipe? Est-ce qu'on trouve que son salaire est à la hauteur de son travail? Enfin voilà, vraiment, énormément de sujets. C'est décliné, ce qu'ils appellent en 14, drivers et en fait derrière ça, ça nous donne vraiment de la data très précise, que ce soit, par départ, enfin c'est un outil qui est anonyme, mais on a quand même un fil par départ ou que ce soit, voilà, on peut s'amuser un peu sur les données. Ça peut être, aussi par ancienneté, enfin voilà, on peut avoir pas mal d'infos grâce à ça et nous, en tant que Depart People, on s'en sert justement beaucoup pour, toujours, garder à l'esprit, justement, qu'est-ce que ressentent les gens et l'intérêt que ce soit fait toutes les 2 semaines, ça fait qu'on a toujours de l'info, très à jour finalement, et on s'en sert vraiment pour ensuite décliner nos chantiers RH, si je puis dire, quoi. C'est un peu aussi Mmh. l'origine pour se dire: «OK, bon là, il y a vraiment ce sujet, on sent que les résultats sont peut-être pas forcément bons en ce moment, et comment on va faire pour y répondre et pour rectifier ça, quoi?» C'est un peu l'idée. Et donc là, par exemple, parce que moi je trouve que ton exemple, il est très, très bon, même s'il est, très simple, hein, sur la question des pauses déj. C'est par exemple ce genre de choses, c'est remonté par Picon? Bah, voilà, en fait, typiquement, on s'est rendu compte qu'il y avait eu plusieurs commentaires de gens qui disaient, voilà, c'est ça nous plaît pas ces meetings, à ce moment-là, on a besoin de couper dans la journée donc voilà, c'est en tout cas, ça nous assure un canal de communication en plus qui est anonyme donc
les gens peuvent aussi s'exprimer, librement. Et on a voilà, on est toujours dans une démarche, on observe et on réagit derrière, on met en place des actions pour y répondre. Donc typiquement, on a bougé certains meetings pour faciliter ça au sein des équipes. Donc ça, c'est hyper, c'est assez constructif quoi, finalement. Et alors juste peut-être pour, réagir là-dessus, si vous nous écoutez et que alors soit parce que vous êtes en phase d'internationalisation, oui j'y arrive, ou, de fusion avec un acteur, donc d'un autre pays, j'adore ton exemple parce que c'est une réalité que le travail interculturel est très difficile, parce que par nature, on a des automatismes qu'on ne remet même pas en question, à l'échelle d'un pays. Enfin, tu l'as dit, effectivement, dans la plupart des cas, être en pause à midi en France, c'est plutôt la norme, donc il n'y a pas de meeting à midi ou quand il y a des meetings, c'est marginal ou c'est un peu particulier ou c'est un peu rare, mais en tout cas, ce n'est certainement pas un absolu. C'est ça. Dans une autre culture, il y a des choses qui vont différer. C'est un peu comme ça. Donc peut-être déjà, je le fais pas souvent, mais je le fais cette fois-ci, un ouvrage que je vous recommande sur ce sujet et qui est très très intéressant, c'est The Culture Map de Erin Meyer, D'accord. qui donne des exemples en fait alors indépendamment du travail, mais d'une manière plus générale, à quel point les différents pays et les différentes cultures sont différentes selon différents sujets, comme le rapport au temps, le rapport à la performance, le rapport au social, au groupe, et à quel point d'un pays à l'autre, on est plus ou moins éloigné. Enfin, comment les anglo-saxons sont différents des pays latins, qui sont différents des pays asiatiques, etc. Et ça donne déjà des clés de compréhension globale de ce qui se passe. Et la deuxième chose, moi j'aime beaucoup votre approche qui est très pragmatique, qui est d'avoir finalement des baromètres grâce à votre outil, donc Picon, c'est ça? Oui, Ouais, c'est ça. grâce à Picon qui permet de faire remonter ça et après très simplement de l'adresser, avec, les 2 acteurs pour trouver des solutions, quoi. Parce que de toute façon, des différences culturelles, il y en aura, toujours. Oui, exactement et au contraire, il faut en faire, une force et pas, le voir comme un frein. C'est aussi ce qui fait que c'est hyper enrichissant et que les équipes se nourrissent aussi de des échanges avec d'autres cultures, quoi. Voilà, donc si vous voulez, essayer de casser le jeu, The Culture Map d'Erin Meyer, je vous le conseille, c'est un bouquin qui est très sympa à lire en plus. Et alors moi, avant qu'on boucle, et en préparation donc du prochain épisode dans un an peut-être, moi j'ai une question, sur lequel je voudrais bien avoir il y a pas de réponse directe, mais ton avis ou le miroir de ce que tu vis en ce moment. Dans le changement, dans la conduite du changement d'une manière générale, et les fusions sont toujours des très bons exemples de ça. euh, à l'échelle d'un grand nombre de personnes, on va trouver tous les cas de figure. Il va y avoir des personnes qui sont très enthousiastes par le changement, des personnes qui ont peur, des personnes qui sont réfractaires, des personnes qui vont être très excitées à l'idée de rejoindre presque une nouvelle boîte, une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Il va y avoir des gens qui, au contraire, vont vouloir faire vivre la structure d'avant le plus longtemps possible et dire non, mais en fait, ça, c'est pas Everroad. Enfin, je pense, en tout cas, je Mmh. sais pas si tu me l'as pas dit, mais j'imagine, ça semblerait assez logique. Euh, j'ai pas de questions particulières, mais j'aimerais bien avoir ton sentiment par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, auquel vous essayez de réagir en temps réel? Mais Mmh. comment est-ce que cette mécanique d'avoir une identité Everroad qui se transforme en identité Sender France, qui est finalement à la fin du fin peu ou prou les mêmes équipes, comment est-ce que vous le vivez tous ensemble et quelle est la partie qui est surprenamment simple, la partie qui est toujours en chantier parce que c'est normal, ça prend du temps. Enfin, vous en êtes où là-dessus? Mmh. C'est une très bonne question. Effectivement, au moment où on a fusionné, on avait, en tête beaucoup de chiffres et lu pas mal de choses sur le fait que, c'était, inévitable, une fusion, générait forcément pas mal de départs, et de turnover au sein des équipes. Et c'est vrai que, nous, on a essayé de voir, le sujet un peu différemment. En fait, on s'est dit, justement, un des indicateurs, RH, souvent utilisés, par exemple, qui est le taux de rétention. Moi, personnellement, je me suis toujours dit que c'était pas forcément dans le cadre de notre boîte, hein, je précise, mais un chiffre qui Oui, bien allait, sûr. être, particulièrement, pertinent parce qu'en fait, encore faut-il se poser la question
quelle est l'origine du départ. Et c'est vrai que je trouve qu'il faut essayer un maximum de pas pas faire de sujets tabous autour du départ, dans le sens où, voilà, pour donner des exemples, nous, on a vu des personnes partir récemment, mais ça pouvait être des personnes qui sont carrément allées monter une boîte. Donc là, c'est un projet un peu plus perso. Honnêtement, je trouve qu'en tant qu'entreprise, on peut même dire qu'on enfin, en tout cas, moi, personnellement, je suis même assez fière de me dire qu'on a été, Mmh. la boîte un peu tremplin avant que quelqu'un, puisse, monter son propre projet. Je trouve que c'est toujours génial d'avoir le courage de prendre la voie de l'entrepreneuriat. À l'inverse, par contre, ce qu'on va essayer d'identifier, c'est vraiment les raisons derrière ce départ. Donc, la data, moi, qui m'intéresse, c'est plutôt de croiser, en fait, à chaque fois que quelqu'un part, moi, je prends toujours le temps de faire un point avec, la personne en question, et déjà pour, avoir des axes d'amélioration, possibles, et surtout se dire: «Est-ce que c'est lié à la boîte en tant que telle, à des choses qu'on a fait, qu'on aurait pu peut-être faire différemment? Est-ce que c'est lié justement à ce contexte de fusion, ou comme tu disais, bah, c'est inévitable, la boîte elle change», et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, un peu dans la nostalgie de ce qu'elle a pu être à un moment donné, et en soi, c'est pas grave, quoi. Il faut surtout se dire, maintenant qu'elle a changé, bah, ça nous empêche pas pour autant d'en faire quelque chose, de très positif, mais de différent. Voilà, je pense qu'il faut intégrer, cette notion, et tout le monde n'a pas forcément envie de voir la chose comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui se retrouvent pas forcément parce que, tout simplement parfois pour une question de taille, hein, l'entreprise grandit. C'est vrai que chez Everroad, pour ceux qui ont connu la période où on était 30, se dire qu'aujourd'hui on est un groupe de 800, ça convient pas à tout le monde. Mais à l'inverse, nous, ce qu'on veut aussi mettre en place, c'est il y a des choses qui ont été très positives dans le passé qu'on peut maintenir aujourd'hui, mais de façon différente, encore une fois. Et le challenge est d'autant plus grand quand on grandit, de garder cette cohésion, et cetera. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais je pense pas que ce soit impossible, quoi. C'est un peu l'enjeu. Je suis, très, très aligné avec ce que tu viens de dire et encore une fois, c'est un peu comme l'histoire de la pause déjeuner. C'est un principe très, général et qui s'applique partout, qui peut comment dire? Se mettre en musique par une logique simple. Le principe, c'est valable évidemment dans une fusion, mais c'est valable dans n'importe quelle boîte qui est en hypercroissance, c'est que, il y a des chapitres dans la vie d'une startup et à un instant T, des personnes vont se retrouver dans le chapitre ou pas. C'est-à-dire qu'il y a Everroad chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Bon, il s'avère que le chapitre 4, c'est une fusion avec Sender. OK, C'est et ça. ça, là, c'est aussi une partie de notre métier, hein, évidemment, les enjeux humains, en startup. Mmh. C'est même clairement notre métier, hein. Je sais pas pourquoi je dis une partie. Heu, en réalité, je pense que c'est très sain et c'est très OK que chaque personne de l'entreprise, y compris les fondateurs et les fondatrices, hein, parce que ça, c'est un sujet dont on parle peu, mais qui est important, Mmh. puisse se poser la question de: «Est-ce que ce chapitre-là, il est pour moi ou il est pas pour moi?» Peut-être que, en tant que fondateur, j'ai adoré, lancer le projet, mais structurer une boîte énorme, ça m'excite moins, ou j'étais, 1er employé, de la boîte, et c'était très chouette, mais je préfère les petites structures, et c'est OK, il y a pas de problème. Et peut-être que j'aimais bien être chez Everroad, mais que, à l'occasion de cette consolidation avec un acteur européen qui fait qu'on est devenu partie d'un grand groupe, j'ai moins envie d'y aller. Et je pense que ça, c'est OK, que dans nos collègues RH, c'est important de l'accepter et du coup, in extenso, de ne pas s'arc-bouter, comme tu le disais, sur le taux de rétention, parce que c'est important d'éviter que des gens, entre guillemets, quittent l'entreprise dégoûtés parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mais c'est peut-être OK, tu as raison de dire que quelqu'un a fait un cycle, ça s'est très bien passé, et n'a pas envie de vivre les contraintes géographiques qui accompagnent la fusion, ou qui ont juste envie de monter un projet pour retrouver une boîte plus petite. Tout à fait, exactement.
Ouais, mais en tout cas, c'est un beau message. OK, alors donc là, on va boucler. Je pense qu'on a fait un bon tour d'état des lieux, à moins que tu oublies, quelque chose, parce que l'étape d'après donc c'est, fin 2021, début 2022, je sais pas trop quand, mais on se refait un point et on va faire un dialogue entre la Laura, actuelle et la Laura du futur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, un petit mot pour la Laura du futur? Enfin, comment est-ce que tu veux boucler, cette partie 1 de notre échange avant qu'on atterrisse un peu? Bah, écoute, je pense avoir déjà, évoqué pas mal d'éléments. Après, je pourrais en parler pendant des heures, donc je ne vais pas plomber tout le monde. Mais voilà, en tout cas, le message, je trouve, à retenir, c'est que, clairement, il faut un peu aussi parfois raisonner, au cas par cas, évidemment. L'idée est d'accompagner tout le monde, que ce soit en termes de croissance, comme on le disait, en termes de développement, parce que ça peut être aussi un peu du développement personnel aussi, via tout ce qu'on veut mettre en place, à travers la culture. Mais comme on vient de le dire, voilà, il y a l'histoire d'une boîte, passe par, différents chapitres, et moi j'essaye surtout d'être à l'écoute, de ce que chacun a envie, et que ce soit, envie justement de grandir, d'évoluer au sein de la boîte, et c'est un de nos gros enjeux aussi, sur la partie gestion de carrière, et à l'inverse, comme on vient de le dire, si quelqu'un s'y ressent plus et cetera, voilà, de raisonner de façon, le plus humaine possible, pour, bah, finalement, cette fois accompagner la personne, mais plutôt dans un projet de vie, plus perso par exemple, et pour moi c'est tout aussi important, quoi. Top. Alors du coup, on va atterrir sur cette première partie. 1re question, s'il y a quelqu'un qui souhaite te joindre pour échanger avec toi, alors dans un sens comme dans l'autre, hein. Si vous êtes, de l'autre côté de la fusion et que vous avez envie d'échanger avec Laura en lui disant: «Tiens, on va te faire voir dans le futur, voilà ce qui va se passer», je pense que tu seras ravi. Clairement. Et inversement, s'il y a juste envie d'entamer la discussion, c'est quoi la meilleure, manière de te contacter? Bah, par mail, c'est parfait. Je OK, bon, te le on mettra ton transmettrai. adresse mail, dans la description de cet épisode. Ensuite, quel serait le livre, blog, podcast que tu conseillerais, aux RH de start-up qui, écoutent le podcast? Bah, le tien déjà, pour commencer. Sympa. J'ai non, j'avoue avoir écouté pas mal d'épisodes, avant de passer à la casserole moi-même, et je dois admettre que j'ai vraiment adoré. On en parlait, tout à l'heure, mais c'est vrai que, voilà, il y a des épisodes justement sur des problématiques, très spécifiques, ou au contraire un peu plus, généralistes sur, justement tous les grands chantiers que peut englober le départ people. Et honnêtement, voilà, je trouve que c'est, hyper enrichissant d'avoir d'autres visions, dans d'autres boîtes, et surtout hyper rassurant aussi de se rendre compte qu'on vit, parfois, des choses très similaires, et on n'en parle pas forcément, hein. C'est vrai que le départ people, on est toujours très concentré sur, bah, justement nos équipes en interne, et à chaque fois qu'on peut échanger avec des boîtes de l'extérieur, enfin, de toutes les expériences que j'ai eues, ça a toujours été hyper enrichissant, et une vraie bouffée d'air aussi, quoi, de comparer ce qu'on fait, avec d'autres boîtes. Et donc sinon, pour quand même, en citer un autre, moi, il y avait un podcast que j'avais, découvert il y a quelque temps, qui s'appelle, Happy Work, pour le coup, qui est, plus orienté, on va dire justement, bien-être que RH pur. C'est un podcast de, Gaël Châtelain, pour le coup, qui, a été hyper impliqué sur, ce qu'on appelait le management bienveillant. Et pour le coup, c'est clairement moi une notion qui me parle beaucoup. On a beau dire ce qu'on veut, je trouve que la bienveillance est quand même à l'origine de beaucoup de belles choses. Et en tout cas, c'est ma vision, mais je pense que c'est, principalement, via cette approche qu'on arrive à mettre en place, des choses, diverses et variées, mais qui sont, quand même, clés pour les équipes. Top, donc Donc 2 podcasts, voilà. dont le nôtre, donc je suis très content et je ne connaissais pas Happy Work, donc j'écouterai avec beaucoup d'intérêt, Ouais, parce que je pense que c'est c'est un très sujet qui est très rapide, chouette, c'est, effectivement. ouais, des petits épisodes, voilà, 5 à 15 minutes, mais voilà, justement, ça fait du bien, c'est beaucoup de positif, et c'est plutôt plaisant.
Et alors, c'est qui, quelle est, la personne que tu aimerais, voir passer sur ce podcast, que tu nommerais pour, un prochain épisode? Alors j'avais en tête, Amandine Breillat de Payfit. Alors bon, Payfit, vient aussi de passer en interview, très récemment, donc voilà, ça peut être, peut-être une approche un peu différente. Mais forcément Payfit, est, aussi très connu pour, avoir fait une hyper croissance en peu de temps et en plus à travers, différents pays. Donc ouais, j'aurais bien aimé, pouvoir avoir la vision Payfit sur justement, ce grand sujet dont on a pas mal parlé, sur l'engagement, des équipes, justement dans une phase, d'hypercroissance à travers, différents pays. Alors bon, c'est vrai que Payfit, c'est une grande boutique, hein, donc Caroline, donc qui est, DRH de Payfit Global, est passée dans un épisode de Yaniro pour parler du work from anywhere, hein, donc des sujets de remote, hein, et C'est ça. la logique, et la politique de travail à distance qui a été ou de pas que à distance, qui a été mise en place chez Payfit. Mais je pense qu'on aurait effectivement, plein de choses à apprendre d'Amandine, donc sur la partie Payfit France, notamment, ouais, sur les phases d'hypercroissance, l'ouverture à différents outils, la place du local versus C'est international. ça. Donc, avec grand plaisir. Si Amandine a envie de passer, sur le podcast Niro, elle est toujours la bienvenue, évidemment. Écoute, Laura, c'était vraiment un plaisir. Je te remercie beaucoup et je rebondis sur ce que tu disais sur les épisodes de ce podcast. J'aimerais te remercier toi et remercier toutes les personnes qui sont passées dans ce podcast et qui passeront pour leur transparence. Parce que quand tu disais que ça fait du bien de se rendre compte que la plupart des acteurs RH vivent les mêmes choses en commun et que c'est pas forcément très simple, ça c'est rendu possible par le fait que, et j'en suis le premier époustouflé positivement, que personne n'a de langue de bois ici et tu as joué le jeu sur un sujet qui est difficile, la fusion. Donc c'est un grand merci à toi ainsi qu'à tous tes compères et comparses des autres startups. Avec plaisir. Merci à toi, Bah, Alexis. écoute Laura, du coup, rendez-vous pour la partie 2 et on pourra réécouter tranquillement ensemble la partie 1, chacun de notre côté, avant de faire la partie 2 pour se dire ok, d'accord, donc c'était ça les sujets à cette époque. Et puis, moi, je te dis du coup à la prochaine. Eh ben, avec plaisir, en réel cette fois, on l'espère. Ah ouais, 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 si possible. J'aime bien les enregistrements à distance, mais bon. Allez, à bientôt. À bientôt, Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain.